Elle m'a bousculé, là, devant tout son service, un verre à la main, ce sourire figé plaqué sur son visage comme chez une poupée botoxée. Tu me mets la honte devant le boss de mon boss, a-t-elle sifflé, les dents serrées. Ce sourire qu'on offre aux caméras, mais où, à l'intérieur, on hurle. Son coude s'est enfoncé dans mes côtes juste assez pour me déséquilibrer, comme si j'étais un tonton bourré qui s'incrustait au mauvais mariage. Les gens ont gloussé, essayant de rester polis. Quelqu'un a baissé les yeux sur ses chaussures. Je n'ai rien dit, j'ai juste redressé ma veste, esquissé un demi-sourire qui ne m'arrivait pas aux yeux et me suis dirigé vers le voiturier. Je me souviens avoir pensé, ces petits fours sont détrempés, et le vin blanc est beaucoup trop chaud. Le genre d'événement où tout le monde fait semblant d'être à sa place tout en crevant d'envie de maintenir la façade. Je l'ai entendu rire derrière moi, trop fort, trop faux, comme si elle expirait sa culpabilité. Puis, des pas rapides derrière moi. Pas des talons. Des chaussures de ville. Cher. Monsieur? Attendez. Monsieur Beckett a lancé une voix. J'ai tourné un peu la tête, toujours mes lunettes de soleil sur le nez. C'était le boss de son boss. Le type autour duquel elle avait gravité toute la soirée, essayant d'attirer son attention. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il ne me regardait pas, moi. Il m'étudiait, comme s'il essayait de replacer un visage qu'il avait déjà vu quelque part. Excusez-moi. Je viens de réaliser. Étiez-vous à la session de contrôle Q3 à Genève? Sa voix a craqué, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'il devait poser la question, au nom du Silent Groupa. Je n'ai rien dit. Il a pris une inspiration tremblante. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'elle? Est-ce que votre femme sait qui vous êtes? J'ai ouvert la portière de la voiture, je lui ai lancé le regard qu'on réserve à une mouche dans son verre. Puis je suis monté. Le moteur a ronronné. Le voiturier avait encore la clé quand je suis parti en trombe. Les gens pensent toujours que le silence est une faiblesse. Parfois, c'est juste le bruit d'une arme chargée. Elle pensait que j'étais juste le décor, l'accompagnateur, le mec qui ne pigeait rien. Je l'ai laissé penser ça pendant des années. Et au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous faites partie des 80% qui écoutent mais ne s'abonnent pas, réparez ça. Ça aide mon équipe à continuer à trouver des histoires comme celle-ci. Des histoires où la vraie intrigue est toujours enterrée sous les applaudissements. De retour à l'intérieur, je l'imaginais savourant les compliments superficiels, sans se rendre compte que l'ambiance s'était refroidie. Pas encore, en tout cas. Mais ça viendrait. Ça a commencé il y a des mois. Pas avec elle. Avec la boîte. Ils avaient pris contact, discrètement. Ils avaient besoin d'un partenaire stratégique pour stabiliser la situation pendant une restructuration. Leurs types habituels n'avaient pas fourni le retour sur investissement que le conseil d'administration attendait. Entrée Silent Groupa. Nous ne prenons pas de rendez-vous, nous prenons des positions. Financières, pas physiques. De l'influence, pas des titres. Du contrôle sans le bruit. C'est la règle. Et je l'avais toujours suivi. Jusqu'à ce soir. Ça ne devait pas être personnel, mais l'humiliation change les choses. Elle ne m'a jamais demandé ce que je faisais vraiment. Quand on s'est rencontrés, j'étais consultant, je faisais des trucs de niveau intermédiaire. Nettoyer des erreurs dans des tableurs et réparer des chaînes d'approvisionnement cassées. Je l'ai laissé croire ça. Les laisser penser que j'étais inoffensif. Ennuyeux. Elle a blagué une fois, lors d'un dîner, s'il trompe un jour, ce sera avec un graphique. Elle ne connaissait ni Zurich ni Tokyo, ni le fait que j'avais dîné 2 fois avec le fondateur de sa boîte. Elle avait changé avec les années. Ou peut-être que c'était moi. Je ne sais pas. Je me souviens juste de la dernière fois où nous avons marché ensemble en nous tenant réellement la main. Il y a 2 ans, en automne. Elle venait d'être promue, et je venais de valider l'achat d'une compagnie maritime à Dubaï. Elle m'a dit que je devrais sourire plus, pour ne pas avoir l'air aussi terne. Je lui ai dit qu'elle devrait apprendre à lire un bilan, pour ne pas avoir l'air aussi impressionnée par elle-même. Ça ne s'est pas bien terminé. Et maintenant, nous en étions là. Moi dans une voiture rentrant chez moi, elle en train de rire avec des gens dont les carrières disparaîtraient s'ils voyaient un jour mes initiales sur un document de vote. Elle n'a jamais remarqué les petites choses. Ses approbations de notes de frais qui prenaient plus de temps, les revues budgétaires de son service qui étaient plus souvent signalées, la gêne pendant les QBR. Je ne la sabotais pas.
Pas encore. Mais quand quelqu'un vous tend un couteau et vous met au défi de couper, vous vous souvenez où on vous l'a tendu, comment, et qui l'a vu. Et vous vous assurez que la personne s'en souvienne aussi. 2 mois avant la retraite, avant le vin, la bousculade, l'humiliation, j'étais à Genève. Une pièce sans nom sur la porte, juste une sécurité discrète et un protocole si fluide qu'on le remarquait à peine. Ils appelaient ça une session d'alignement stratégique, mais soyons réalistes. C'était un règlement de compte. Le genre où les gens sourient trop largement pendant que leurs services entiers sont discrètement effacés sur un tableur. La table était longue, en bois, d'un endroit que personne ne savait prononcer. J'étais assis près de la tête, à 2 places du fondateur. Mon nom ne figurait pas à l'ordre du jour. Il n'y figure jamais. C'est comme ça que fonctionne Silent Groupa. Si vous avez de la chance, vous recevez une invitation dans votre calendrier. Si vous n'en avez pas, vous avez un entretien de départ. Dans les 2 cas, pas de communiqué de presse. Pas d'interview. Juste attendre. Influencer. Mettre la pression. Appliquer avec précaution. Ce jour-là, nous parlions des problèmes de performance au sein des entreprises nord-américaines. Notamment, sa boîte. C'est marrant comme le monde rapetisse quand on fait gaffe à qui signe quoi. Son service avait les chiffres. À peine. Son chef était à la limite des indicateurs de performance acceptables. Le chef de son chef? Un lèche-botte qui se prenait pour un chef, mais qui ne comprenait pas les conséquences. Je me souviens, je me suis adossé pendant qu'il parlait de restructuration au 4e trimestre. Juste écouter, observer. Ils n'avaient pas besoin de ma voix. Ils avaient besoin de mon vote. Je n'ai pas dit un mot pendant la réunion. Pas besoin. Mais j'ai regardé les tableaux de son service se faire dépecer comme une grenouille en cours de science. Les chiffres ne mentent pas. Les marges non plus. Vers la fin, un des assistants a glissé une tablette au chef de son chef. Il a tapoté, marmonné, et a basculé sur son calendrier. C'est là que je l'ai vu. Juste rapide. Objet, Monsieur A. Beckett. Groupe silencieux. Une histoire de supervision de piste. Il n'a même pas levé les yeux, juste hoché la tête. Confirmé. Il n'avait aucune idée que le monsieur Beckett en face de lui était le même dont la femme allait transformer la retraite de l'entreprise en un vrai événement. C'est comme ça qu'elle était, pourtant. Elle ne demandait jamais ce que je faisais vraiment. Elle n'a jamais voulu savoir. Mon boulot ne rendait pas bien sur les photos, ne pouvait pas se mettre sur Instagram. On ne peut pas vraiment porter, stratège de supervision ennuyé, sur sa manche comme une nouvelle robe d'un truc de sponsoring. Pour elle, j'étais juste le mari discret qui voyageait parfois, travaillait à la maison, ne parlait jamais des réunions parce que, selon ses mots, ces trucs de finance de nerfs me font dormir. Je la laissais dormir. Mais Genève n'était pas une histoire de vengeance. Pas encore, en tout cas. Ça, c'est venu plus tard. À l'époque, je pensais encore qu'on pouvait la sauver. Perdue, peut-être. Pas cruelle, juste aveugle. Comme quelqu'un qui se prend pour le soleil, oubliant qu'il ne fait que tourner autour d'une lumière contrôlée par quelqu'un d'autre. Après la réunion, le fondateur a traîné les pieds, m'a serré la main avec cette poignée de main subtile qui disait « On aura encore besoin de votre argent au prochain trimestre ». Il n'a jamais dit mon nom aux autres. Pas besoin. Il savait ce qu'il faisait. Dans ce monde-là, être inconnu, c'est ça la vraie force. Le vol de retour a été silencieux. J'ai revu les chiffres du trimestre, bu du scotch et relu une note que son chef avait écrite 6 mois plus tôt, qui vantait sa capacité unique à inspirer la motivation. Je me souviens m'être demandé combien de temps cette motivation pourrait durer, étant donné que leur source d'inspiration était mariée au type qui validait la ligne de crédit de l'entreprise. Ce week-end-là, elle m'a annoncé une grande nouvelle. La retraite de l'entreprise approchait. Elle avait été choisie pour y aller avec les grands chefs. J'ai acquiescé. Elle m'a embrassé sur la joue, déjà à moitié dehors. Je vais enfin réseauter avec les bonnes personnes, a-t-elle dit en attrapant sa trousse de maquillage. Je lui ai demandé quand c'était. Elle ne s'est même pas retournée. J'ai déjà confirmé ma présence. Tu n'aimerais pas ça de toute façon. Tu détestes ces trucs de boîte. Elle avait raison. Je les déteste. Mais je n'y allais pas en tant que son mari. J'y allais en tant qu'ombre de son employeur. Elle portait du rouge ce soir-là.
Pas rouge Bordeaux ou un Bordeaux, affirmait. Le genre qu'elle gardait pour les « dîners de pouvoir », comme elle disait. Destiné à attirer l'attention, peut-être à effrayer les types peu sur deux avec des titres subalternes et des égos fragiles. Elle était douée pour ça, je dois le reconnaître. Le rire assuré, les compliments parfaits, les touches décontractées sur le bras, parfaitement synchronisées avec les applaudissements ou un toast. Elle ne se contentait pas d'animer la pièce. Elle la concevait. Sauf que ce soir, le plan avait changé. La salle à manger avait de hauts plafonds, était remplie de nappes blanches et de ces centres de table faussement amicaux avec des orchidées mourantes, les fourchettes cliquetant contre des assiettes hors de prix. Les pontes de l'entreprise étaient assis dans les groupes habituels, les cadres et leurs conjoints, les cadres moyens espérant juste ne rien renverser, et elle, seule à une table de 6 dirigeants, charmant tout le monde avec juste assez de chardonnay pour faire semblant que tout allait bien. Elle a ri, un peu trop fort, à une blague que son chef n'a même pas terminée. Il a souri, mais pas avec les yeux. Son chef, un type qu'elle appelait autrefois, une feuille de calcul glorifiée avec des jambes, s'est excusé à mi-parcours du premier plat. Il a dit que son enfant était malade. Il n'a pas d'enfant. Les conversations sont tombées à plat. Le contact visuel avec elle est devenu plus court. Les gens qu'elle connaissait depuis des années ont soudainement semblé incertains de savoir s'il fallait dire bonjour ou fuir. Elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Elle savait toujours quand la température sociale baissait, surtout quand elle n'était pas celle qui contrôlait. Alors elle a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a forcé le jeu encore plus. Oh, allez, a-t-elle taquiné un dirigeant. Vous me regardez comme si j'avais volé votre prime. Il a gloussé, mais ce n'était pas un vrai rire. C'était le genre de rire que les gens font quand ils ne sont pas sûrs d'avoir le droit de rire de vous pour l'instant. Puis le murmure. Justin. Je ne savais pas qu'elle était mariée à lui. Ça venait d'une femme à 2 tables de là. Pas fort, pas méchant, juste perdu. Les mots ont flotté dans la pièce comme une mouche dans un dîner. Personne n'a rien dit, mais tout le monde l'a entendu. Elle aussi. Elle ne savait juste pas quoi en faire. Elle a forcé un sourire. Il est juste, entre 2 postes, dit-elle à voix haute, comme pour chasser une mouche. Consultant, des trucs de finance. Pas très excitant. Ça marchait avant, cette rengaine. Ça collait à l'image. Femme, étoile montante, mari gentil pantouflard. Elle avait construit son histoire comme une marque. Compétente, posée, compatissante. Mais maintenant, le public ne voulait plus du baratin. Il voulait la vérité, parce que les rumeurs avaient commencé. Celle sur, entre 2 postes. Contrôleur de Mint Strategic Equity. Celle sur, des trucs de finance. Mint est propriétaire de l'immeuble où tu travailles. Elle remarquait les regards en coin, les consultations de téléphone sous la table, le silence soudain quand elle parlait de restructuration. Une femme a même renversé son verre quand mon nom est sorti. Elle a dit que tout était écrit dans les notes internes. Elle est allée aux toilettes 2 fois, elle y est restée plus longtemps que nécessaire. Sûrement pour envoyer un texto, sûrement pour apprendre de mauvaises nouvelles. De retour à table, le N+2 de son chef a à peine touché à son saumon. Il fixait son assiette comme si elle lui devait de l'argent. Il a dit « bonsoir » en partant. C'est tout. Pas « bonne soirée ». Pas « merci d'être venu ». Juste « bon ». Et le genre de « bon » qui met fin aux choses. Elle est restée jusqu'au dessert par dépit, puis est partie dans un sillage de parfum et de déception, son téléphone serré contre elle comme s'il pouvait expliquer quelque chose qu'elle n'avait pas compris. Le lendemain matin, elle s'est levée tôt, a enfilé son blazer préféré et a marché d'un pas confiant dans la grande salle de conférence où se tenait la session de leadership. Son badge n'a pas marché. L'assistante a levé les yeux, embarrassée. Oh, je crois qu'ils ont transféré votre équipe sur la session auxiliaire en bas. Elle a cligné des yeux. Pas de session de leadership. Puis, le silence. Elle n'était pas sur la liste ce matin-là. Elle est restée là, agrippant son café, souriant comme si tout allait bien. Comme si elle s'était trompée de salle. Comme si ce n'était pas la première porte qui se refermait. Elle n'avait aucune idée du nombre de celles qui allaient suivre. On ne s'est pas parlé dans l'avion du retour. Pendant tout le trajet jusqu'à l'aéroport, elle était affalée contre la vitre, les bras croisés, respirant bruyamment. Je n'ai pas proposé de porter son sac. Elle ne l'a pas demandé.
Le silence était normal entre nous, mais celui-ci était différent. Il était chargé, tendu, menaçant, pas juste une habitude. De retour à la maison, elle n'a même pas défait ses valises. Elle a foncé dans la cuisine, toujours perchée sur ses talons, et a claqué son sac à main sur le comptoir comme s'il l'avait insulté. C'était quoi, ce bordel, a-t-elle lâché. J'ai levé les yeux de la cuisinière, en touillant mon risotto comme si de rien n'était. Elle a ricané. Tu m'as humilié. J'ai laissé le silence planer un instant. Puis, cuillère à la main, j'ai dit calmement, ah bon? Oh, fais pas ça. Ne fais pas la victime maintenant, a-t-elle rétorqué, en arpentant la pièce comme si elle était piégée. Tu es resté planté là comme une putain de statue pendant que j'essayais de tisser des liens avec des gens qui comptent vraiment. T'as disparu comme un fantôme. Qu'est-ce que tu foutais, au juste? J'écoutais, j'ai dit. Écoutez quoi? Que je me fasse blacklister de mon propre cercle parce que tu as mis un malaise pas possible? J'ai dû expliquer à un vice-président pourquoi mon mari avait l'air d'assister à un enterrement. J'ai baissé le feu. Puis, sans lever les yeux, j'ai demandé, tu as déjà tapé le nom de la maison mère de ta boîte sur Google? Elle s'est figée. Ce silence, cette hésitation, m'ont tout dit. Non, a-t-elle dit, mais c'était faible. J'ai juste hoché la tête. C'était tout. Pas de sermon, pas de grande révélation. Juste une petite poussée vers le précipice. Elle a essayé de garder le contrôle le reste de la soirée, énumérant les raisons pour lesquelles j'étais le problème, pour lesquelles j'avais gâché sa chance de rencontrer les bonnes personnes, pour lesquelles je ne pouvais pas gérer sa réussite. Elle a dit, intimidée, 2 fois, une fois avec venin, une fois avec pitié. Elle est allée se coucher tôt, en marmonnant que je ne soutenais jamais sa carrière. J'ai dormi dans la chambre d'amis, je n'ai entendu la porte s'ouvrir en grinçant qu'après minuit. Je savais qu'elle regarderait. La curiosité finit toujours par l'emporter sur l'arrogance. Le tiroir n'était pas fermé à clé. Ce n'était pas nécessaire. Les gens ne cherchent pas les choses qu'ils ont trop peur de trouver. Le dossier était noir uni. Pas de logo, juste des documents agrafés à l'intérieur, des itinéraires de voyage de Genève, Dubaï, Singapour. Des organigrammes d'entreprises, des complexes avec des structures de holding, des sociétés écrans, des fiducies. Au début, ça ressemblait à du charabia. Mais enfoué à 3 niveaux de profondeur, il y avait son entreprise, ou plutôt la holding. Au-dessus de son entreprise, des ordres du jour de réunion surlignés. Pas de son bureau, de la salle du conseil, 2 niveaux au-dessus de son PDG. Puis la dernière page, une photo imprimée, pas numérique. Pas quelque chose qu'elle pouvait effacer. Elle datait de la retraite. Elle, souriante dans cette robe rouge, le bras levé, posant à côté du N+2 de son chef. Il avait l'air raide. Elle avait l'air heureuse, naïve. En dessous, une légende en gras, évaluation terminée. Pas de signature, pas de filigrane. Juste moi l'imaginant assise au bord du lit, le dossier sur les genoux, relisant encore et encore, essayant de comprendre cette phrase qui n'avait rien à faire sur une photo de vacances. Se demandant qui l'avait prise, pourquoi elle existait, qui avait besoin de cette évaluation. Et c'est là que ça la frapperait. Elle n'avait pas seulement mal interprété l'ambiance d'une pièce. Elle avait mal interprété les fondations même de sa carrière. Parce que ce n'était pas seulement le chef de son chef qui la surveillait. C'était moi. Depuis des hauteurs qu'elle n'aurait jamais imaginées. D'en haut. Les gens qu'elle avait passé une décennie à essayer d'impressionner. Et je n'avais même pas eu besoin de demander la photo. Elle m'avait été envoyée automatiquement. Le lundi avait une saveur différente. D'habitude, elle débarquait au bureau avec 10 minutes de retard, un café gratuit à la main et un sourire qui hurlait « Je suis indispensable ». Mais ce matin-là, ses talons résonnaient sur le sol comme des tirs de sommation. Clac, 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 plus lentement que d'habitude, calculé. Son sourire était là, mais crispé, comme si elle se préparait à quelque chose sans savoir d'où ça viendrait. Son chef, Greg, était déjà à son bureau, ce qui était bizarre. C'était le genre de mec à arriver vers 10h mais à répondre aux emails à 2h du matin pour avoir l'air occupé. Mais aujourd'hui, il s'est levé en la voyant, lui a souri avec une politesse cassante qui lui a noué l'estomac. « Bonjour », a-t-il dit. Trop formel. « Salut, Greg », a-t-elle répondu, scrutant son visage comme s'il lui devait des explications. « Tout va bien ?
Il a hoché la tête une fois. Tout va bien. Juste une semaine chargée en perspective. Ce n'était pas son ton habituel. C'était la voix de quelqu'un qui construisait une affaire, qui ne disait rien qui puisse être retenu contre lui. Elle s'est assise à son bureau, essayant d'ignorer la panique qui lui montait à la gorge, a ouvert son ordinateur portable, a pris une gorgée de café en douceur, a vérifié Slack, puis Outlook. Et c'était là. Un email interne qui lui avait été transmis par erreur. Pas de Greg, de son chef de cabinet. Pas d'objet, pas de contexte, juste un bref fil de discussion enfoui à l'intérieur. Elle a cliqué dessus. L'objet d'origine, restructuration de l'acquisition aux considérations internes. Une ligne se détachait, en gras, doit-on forcément l'impliquer dans les discussions sur l'acquisition? C'est délicat. En dessous, une douzaine de noms étaient en copie conforme. Juridique, RH, conformité, et un autre. Adrian Beckett, supervision stratégique, groupe silencieux A. Son cœur s'est arrêté. Elle a cliqué sur le nom dans Outlook, a ouvert la fiche de contact. Le même numéro de téléphone qu'elle utilisait pour l'appeler quand elle avait besoin qu'il aille chercher son pressing. Le même nom de domaine qu'elle n'avait jamais pris la peine de remettre en question. Elle a relu la ligne. Doit-on forcément l'impliquer? Doit-on forcément? C'est là que la confusion a cédé la place à la terreur. Pas devrait-elle être incluse? Pas est-elle au courant? Non. Le ton était déjà celui d'une affaire conclue. Son rôle avait déjà été disséqué, son importance débattue. Il ne partait plus du principe qu'elle ferait partie de l'avenir. Maintenant, elle n'était plus qu'un problème qu'il devait justifier. Elle s'est levée d'un bond. Sa chaise a reculé et a heurté le mur de verre derrière elle. Un jeune analyste a jeté un coup d'œil, puis a détourné les yeux rapidement. Elle s'est précipitée vers l'escalier. Pas les ascenseurs. Trop lent. Trop visible. 2 étages plus bas, dans le parking, sa main tremblait en sortant son téléphone et en composant le numéro. Ça a sonné une fois, puis directement sur la messagerie vocale. Messagerie vocale encore. Toujours la messagerie vocale. Adriane, a-t-elle dit, essayant d'avoir l'air stable, pas paniqué. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît. Il faut qu'on parle de quelque chose. Je viens de voir, je crois. Je crois qu'il y a une sorte d'erreur. Rappelle-moi. Elle a raccroché, fixant le mur de béton du garage comme s'il contenait les réponses. Elle a rappelé. Toujours rien. De retour en haut, les murs semblaient se refermer sur elle. Des emails apparaissaient, mais aucun de lui. Des messages Slack sur des réunions et des feuilles de temps défilaient, comme si de rien n'était. Puis Greg a frappé au carreau de son bureau. Quick 5, a-t-il demandé avec le même faux sourire. Elle a hoché la tête. Il s'est assis. Il n'a même pas ouvert son ordinateur portable, pas de notes. On va faire quelques changements, a-t-il dit, comme s'il parlait de déplacer des meubles. Il y a une histoire d'acquisition qui se passe cette semaine. Truc sensible. Le service juridique et le conseil d'administration s'en occupent. Elle a hoché la tête lentement. Et moi? Greg l'a regardé. Je ne sais pas encore. C'est au-dessus de mon salaire. Ses doigts se sont crispés. Je suis ici depuis 8 ans. Il n'a pas discuté, n'a pas contredit. Parce qu'il ne s'agissait plus d'elle. Il s'agissait de savoir qui était dans la pièce quand les décisions étaient prises. Et l'un d'eux était dans sa cuisine vendredi soir, coupant calmement une pomme pendant qu'elle l'accusait de l'embarrasser. Elle a quitté la réunion sans un mot de plus parce que le silence qu'elle avait ignoré pendant des années lui hurlait maintenant à l'oreille. Et son nom n'était pas seulement absent des conversations, il était effacé. Le mercredi, la panique était partout. Elle ne dormait pas, ne mangeait pas. Son téléphone était toujours dans sa main, passant de LinkedIn, Outlook, Slack, aux SMS sans réponse à Adriane. Sa messagerie vocale était pleine maintenant, ou peut-être qu'elle l'avait toujours été. En public, elle jouait toujours le rôle. Talons claquants, tailleurs impeccables, le demi-sourire qui disait « Je suis occupé, pas brisé ». Mais seule, elle s'effondrait. Chaque silence ressemblait à un jugement, chaque sourire poli à de la pitié. Alors, elle a fait ce que les gens ambitieux font quand ils sentent le sol se dérober sous leurs pieds. Elle a appelé un avocat. « Salut, Rob », a-t-elle dit quand il a répondu. « Ça fait une éternité. » Rob Matzon.
Harvard Law. Un vieil ami de la fac. Ils avaient fait des simulations de l'ONU ensemble. Un jour, lors d'une soirée, il lui avait avoué qu'il avait le béguin pour elle. Elle ne le lui avait jamais fait oublier, mais avait toujours gardé le contact. On ne sait jamais quand on aura besoin de quelqu'un qui facture $800 de l'heure et nous doit une faveur. Elle lui avait dit qu'elle s'inquiétait de certains changements dans son entreprise, qu'elle voulait se protéger de tout ce qui était injuste. Elle avait utilisé tous les bons mots. Restructuration hostile, conflit d'intérêts, représailles. Elle s'était fait passer pour une lanceuse d'alerte, une victime. Quelque chose qui valait la peine d'être poursuivie. Rob avait écouté, pris des notes, posé quelques questions juridiques faciles, puis dit « D'accord, je vais me pencher sur certaines choses, et je t'appelle demain. » Elle avait expiré pour la première fois de la semaine. Le lendemain matin, l'appel était arrivé à 9h17. Il n'avait pas dit « Bonjour, Emily ». Il avait juste dit, d'un ton neutre, « Je suis désolé. Je ne peux pas te représenter. » Elle avait cligné des yeux. Quoi? Pourquoi pas? Il avait soupiré. Fort, las. Pas le soupir de quelqu'un d'agacé. Le soupir de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il était tombé dans un piège. Parce que le trust de ton mari est un de nos clients. Elle avait ri. Bref, sec. Mon mari? Tu plaisantes. Adrian ne possède pas de trust. Il n'avait pas répondu. Elle avait senti sa gorge se serrer. Rob? Sérieusement? Il n'en a pas. Il est consultant. Parfois, il fait des contrats, il ne possède rien. Rob l'avait coupé doucement. Emily, tu es sûre? Silence. Elle avait essayé de réfléchir. Lui avait-elle déjà demandé s'il possédait un trust? Non. Pourquoi le ferait-elle? Les trusts, c'était pour les familles riches et les scandales à l'étranger, pas pour les tableurs et les bureaux à domicile. Pas pour Adrian. Enfin, il ne m'en a jamais parlé, commença-t-elle, mais ses propres mots s'étaient étouffés dans sa gorge. Parce que ça l'avait frappé. Les voyages, les dossiers, la photo, la légende. Le fait que son nom ne valait même pas la peine d'être mentionné lors d'une discussion de conseil d'administration. Emily, dit doucement Rob. Le nom de l'entité est Parallax Oversight Holdings. Le trust en contrôle la majorité. C'est un client enregistré chez nous depuis 2014. Je n'avais juste jamais fait le rapprochement parce que le trust utilise un mandataire de gestion. Jusqu'à ce que je vérifie les déclarations de bénéficiaires. Elle n'avait pas répondu. J'ai vérifié de nouveau. Le principal bénéficiaire est un Beckett. Elle avait halté. Ce n'est rien de personnel, ajouta-t-il rapidement. Mais légalement, s'il y a ne serait-ce qu'une chance que tes intérêts interfèrent avec les siens, nous sommes éthiquement tenus de refuser de te représenter. J'espère que tu comprends. Elle ne comprenait pas. Pas du tout. Elle avait marmonné quelque chose pour remercier de l'appel, avait raccroché et était restée là, pieds nus sur le carrelage froid de la cuisine, serrant le téléphone comme si elle pouvait remonter le temps. Parce que ce n'était pas juste son entreprise. Ce n'était pas juste sa carrière. C'était la première fois de sa vie qu'elle réalisait que le jeu s'était joué sans elle, que la salle de conseil d'administration dont elle fantasmait depuis des années avait déjà été construite par l'homme qu'elle avait mis de côté en robe de cocktail et talons, et qu'elle n'était pas invitée. Son plan de secours avait un pare-feu. Son vieil ami avait un conflit d'intérêts, et l'homme qu'elle pensait avoir épousé pour la stabilité? Il n'avait pas besoin de stabilité. Il possédait le sol sur lequel elle marchait. Le restaurant était le genre d'endroit qu'elle avait l'habitude de poster sur Instagram. Faiblement éclairé, cher, et juste assez exclusif pour se sentir initié. Son patron l'avait probablement choisi pour créer l'illusion d'intimité. Terrain neutre. Un endroit calme et public où crier ou pleurer ferait les gros titres. Il était en retard de 15 minutes, avait marmonné des excuses qui sonnaient faux, et avait commandé un whisky sec. Elle avait demandé un vin qu'elle ne savait pas prononcer, juste pour avoir quelque chose à faire de ses mains. Alors, dit-il, en dépliant sa serviette, je me suis dit qu'il était temps qu'on fasse le point. Son cœur battait déjà à tout rompre. Elle avait hoché la tête, faisant comme si c'était normal, comme si ce n'était pas une réunion déguisée en faveur, comme si elle ne se noyait pas derrière un sourire et 2 textos non lus de Rob qu'elle n'avait toujours pas ouverts. J'entends des choses, continua-t-il, en coupant un steak qu'il ne toucha pas. Il y a du mouvement à l'étage.
Personne n'a encore rien confirmé, mais l'influence du groupe accroît de manière évidente. Elle essaya de changer de sujet. Je suis toujours d'accord avec nos objectifs. Mes chiffres. Le trimestre dernier. Il leva une main, pas comme s'il la rejetait, juste fatigué. Tu n'as pas besoin de me convaincre, Émilie. Il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de position. Elle déglutit. Alors, où est-ce que je me situe? C'est alors qu'il l'avait fait, en reposant lentement sa fourchette, comme si c'était une arme chargée. Tu devrais savoir, dit-il, en la regardant droit dans les yeux. Il ne se contente pas de surveiller le conseil d'administration. Il a suffisamment de voix pour bouleverser des départements entiers. Elle le regarda comme s'il parlait une autre langue. Il n'a pas demandé à ce que tu sois écarté, ajouta-t-il, puis marqua une pause. Mais les mots restèrent en suspens comme une menace. Elle cligna des yeux. Alors, c'est tout? Tu me préviens? Non, dit-il. Je te dis que la conversation a commencé sans toi. Tu n'entends que l'écho. Il n'a pas fini son verre, n'a pas touché son steak, n'a même pas attendu l'addition. Il l'a juste laissé là, seul avec son vin, son cœur qui s'emballe, et cette sensation lente et terrible d'être officiellement sorti des rails. Elle n'est pas restée pour le dessert. Le trajet en voiture jusqu'à chez elle n'a été qu'un flou de feux rouges et de poings serrés. Elle a ouvert la porte d'entrée si violemment que les gonds ont tremblé, a fait irruption dans la cuisine, et il était là, Adrien, tranchant calmement une pomme, comme si de rien n'était, comme si son monde ne s'écroulait pas en silence. Elle est restée là, hors d'haleine, tremblante, et a lâché, tu es en train de gâcher ma vie. Il n'a pas bronché, n'a même pas levé les yeux au début. Je te l'avais dit, a-t-il dit doucement. Je n'avais pas besoin d'être impressionnant. Puis il a levé les yeux. Mais tu devais être respectueux. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle n'avait rien à dire. Aucune réplique assez cinglante, aucun moyen de présenter les choses de façon à ce qu'elle ne soit pas soudainement l'amateur dans un jeu dont elle ignorait même l'existence. Elle a regardé le couteau dans sa main, non pas comme une menace, mais comme un symbole. Il ne l'a pas brandi. Il l'a juste utilisé avec précaution, silencieusement, pour couper les parties dont il n'avait plus besoin. Et elle réalisait, bien trop tard, qu'elle pourrait être l'une d'elles. Elle s'est présentée au travail jeudi matin, habillée pour la guerre. Blazer noir, bijoux minimaux, cheveux tirés en arrière. La tenue criait contrôle, pouvoir, présence, mais en dessous, elle paniquait. Les emails avaient commencé subtilement. Revue interne, prochaine transition, réalignement pour la scalabilité. Tous les mots à la mode de l'entreprise pour dire qu'ils sont sur le point de déchiqueter votre carrière et d'appeler ça de la croissance. Puis vint le vrai. Réaffectation départementale. Avis d'impact préliminaire. Elle a cliqué dessus 5 fois, espérant que les mots changeraient. Sa division. Sa division était en train d'être divisée, intégrée à 2 nouvelles pistes d'innovation. Une façon élégante de dire démantelée et réorganisée sous quelqu'un d'autre. Son titre, en cours d'examen. Elle a claqué son ordinateur portable, puis l'a rouvert. Parce que claquer ne résolvait rien. Elle a envoyé des emails à son patron, au RH, au service juridique, à tous ceux qui lui avaient serré la main au cours des 6 derniers mois et avaient souri trop longtemps. Elle a passé des appels, programmé des entretiens individuels, mis son calendrier sur ne pas déranger et a commencé à construire sa défense. Performance, évaluation des clients, ancienneté. Elle a même imprimé ses 3 dernières évaluations et surligné tout ce qui pouvait prouver qu'elle était indispensable. Elle savait comment se battre. Ce qu'elle ne savait pas, ce à quoi personne ne l'avait préparé, c'était comment combattre un fantôme capable de déplacer les murs sans les toucher. La réponse est arrivée en fin d'après-midi, de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré, directeur de l'alignement stratégique, 3 niveaux au-dessus d'elle. L'email contenait 2 paragraphes. Conclusion clinique conformément à la recommandation du groupe A. La restructuration de la direction est en cours. Puis une ligne de plus. Monsieur Beckett s'est abstenu. Cela l'a glacée. Elle l'a relu, puis relu. Abstenu. Il n'a même pas voté. Il n'avait pas besoin de le faire, car quand la marée tourne, elle n'a pas besoin de crier. Elle se retire simplement, et tout ce qui n'est pas attaché est emporté. Elle a fixé l'écran comme s'il l'avait insulté, comme s'il lui devait des excuses. Pendant tout ce temps, elle avait imaginé que la vengeance serait bruyante, explosive,
une politique de la terre brûlée pour la remettre à sa place. Mais ce n'est pas comme ça qu'Adrien fonctionnait. Il n'a pas résisté. Il a supprimé la gravité. Elle flottait maintenant, à la dérive, regardant son héritage s'effondrer ligne par ligne, tandis que l'homme qu'elle avait épousé, qui avait l'habitude de lui préparer son déjeuner pour les grandes journées, s'est simplement écarté et a laissé le système qu'il avait construit faire ce pourquoi il était conçu. Pas d'argument, pas d'accusation, pas de déclaration publique. Juste une abstention silencieuse qui ressemblait à une condamnation à mort. Elle est partie tôt ce jour-là. Incapable d'affronter les escaliers, incapable de faire semblant de maîtriser la situation. Elle est restée assise dans sa voiture pendant 1 heure, la climatisation à fond et sa boîte de réception ouverte, relisant cette ligne. Votre mari s'est abstenu. Elle avait eu honte de lui à la retraite, comme s'il était quelque chose à cacher. Mais maintenant, elle voyait qu'il n'était pas invisible. Il était inévitable. 2 semaines. C'est tout ce qu'il a fallu. 14 jours d'espoir qui s'amenuisent, heure après heure, avec de faux sourires et des réunions ennuyeuses. Prier silencieusement pour que quelqu'un, quelque part, change d'avis. Que la conversation ne soit pas terminée. Que son nom figure encore sur une liste. Ce n'était pas le cas. Elle était à la moitié de son 3e espresso, affalée sur des tableurs sur lesquels elle ne travaillait même plus, lorsque l'email est apparu. Décision finale. Poste, conclusion. Elle n'a pas cliqué dessus au début. Elle a juste fixé l'objet comme si c'était une arme pointée sur elle. Puis elle l'a ouvert. Avec effet immédiat, votre poste est supprimé dans le cadre de l'initiative d'alignement sur l'équité du groupe A. Pas d'excuses, pas de transition. Juste une conclusion. Avec effet immédiat. Elle a scanné la signature en bas. Un certain vice-président des opérations qu'elle n'avait même jamais rencontré. Froid. Corporatif. Anonyme. Mais il y avait une liste de destinataires en copie, service juridique, conformité RH, et un autre. Adrian Beckett. Pas de titre à côté de son nom. Aucun rôle n'est indiqué. Juste là. Regardant. Sans rien dire. Toujours dans la pièce. Puis elle a vu le mot agrafé. Nous vous remercions pour vos services rendus à l'entreprise. Une lettre de recommandation a été refusée à la discrétion du conseil d'administration. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs. Elle cligna des yeux. Pas de recommandation. Aucun pont qui n'ait été incendié. Il ne la licenciait pas simplement. Il l'effaçait. Elle se leva si vite que sa chaise tomba par terre. Personne ne regarda. Ou, si c'était le cas, ils détournèrent les yeux. Elle entra dans le bureau de son patron en trombe. Il n'était pas là. Elle appela son portable. Il décrocha à la 2e sonnerie. Greg. Commença-t-elle, déjà à bout de souffle. C'est quoi ce bordel? J'ai donné 8 ans à cette boîte. Silence. Tu ne peux pas laisser faire ça, lança-t-elle. Dis-leur. Dis-leur que je suis un atout essentiel. Dis-leur. L'interrompit-il, la voix monocorde. Tu l'as bien cherché. Puis il raccrocha. Comme ça. Sans compassion. Sans limiter les dégâts. Sans promettre de voir ce qu'il pouvait faire. Juste la dure, froide vérité. Elle s'effondra sur sa chaise, sentit la chaleur monter dans sa poitrine et sa gorge. Les larmes la menacèrent, mais ne coulèrent pas. Pas encore, pas ici. Parce qu'elle comprenait enfin que ce n'était pas une punition. C'était une correction. Elle avait passé des années à grimper à une échelle sans vérifier qui l'avait construite, et l'homme qui l'avait fait. Elle l'avait traité comme un paillasson, comme un bruit de fond, comme un boulet. Elle se souvenait de la soirée où elle avait dit à un collègue, « Adrian est super. C'est juste qu'il ne comprend pas vraiment mon monde. » Comme s'il était le plat d'accompagnement embarrassant de sa vie 5 étoiles. Il s'avère que son monde avait un plafond, et que c'était lui qui possédait l'air au-dessus. Elle emballa ses affaires en silence. Non pas qu'il restait grand-chose. Elle avait été discrètement exclue des projets depuis des semaines. Son badge ne fonctionnait plus à la plupart des étages. En partant, personne n'osa la regarder dans les yeux. Personne ne dit au revoir. Juste un agent de sécurité à l'accueil qui lui fit un signe de tête polie et lui tendit une enveloppe scellée. Elle l'ouvrit sur le parking. À l'intérieur,
il y avait ses papiers de fin de contrat et une simple feuille de papier à en tête du conseil d'administration. Pas de salutation, pas d'adieu. Juste 3 mots tapés au bas de la page. Décision. Finalisée. Irréversible. Pas bruyant, pas vengeur. Juste terminé. La table était toujours là. Le même coin ébréché, le même parasol bancal qui n'apportait jamais assez d'ombre. C'était romantique, autrefois, ce petit bistrot niché entre un fleuriste et une librairie. Leur endroit. Ils y avaient mangé à chaque anniversaire pendant 8 ans, s'étaient assis du même côté de la table, avaient partagé un dessert, s'étaient disputés une fois pour savoir s'il fallait commander le canard ou le risotto, puis avaient ri jusqu'à en perdre haleine. Ce souvenir vivait là comme un fantôme. Maintenant, elle était assise seule. Pas de vin, pas de menu, juste un cappuccino tiède et une paire de lunettes de soleil qui ne cachaient rien. Elle paraissait plus vieille, pas dans le miroir les miroirs mentent, mais dans sa façon de s'asseoir. Comme si chaque articulation lui faisait mal. Comme si le temps avait commencé à percevoir des intérêts. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'email de licenciement, depuis que la voix de Greg lui avait dit ce qu'elle savait déjà, depuis que le dernier de ses posts LinkedIn était resté sans réponse et que les SMS à d'anciens collègues avaient été ignorés. Rien que du silence radio ou des excuses. Plus personne ne voulait être de son côté parce que son côté était radioactif. Quelques chuchotements sont remontés jusqu'au conseil d'administration. Retombée. Interférence silencieuse du groupe. Elle avait forcé la dose. Elle avait attendu chaque jour qu'Adrian la contacte. Un message, un appel, ne serait-ce qu'une ligne pour dire « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça ». Mais le silence est une décision, lui aussi, et le sien avait été assourdissant. Puis elle l'a vu. Pas en face d'elle, de l'autre côté de la rue. Adrian. Net, posé, marchant comme un homme qui ne remettait plus ses pas en question. Une veste de sport bleu marine, pas de cravate. Un téléphone dans une main, la confiance dans l'autre. Elle retint son souffle. Elle se leva. Adrian. Il ne s'arrêta pas tout de suite, mais quelque chose dans sa voix le fit se retourner. Pas de surprise, pas de colère. De la reconnaissance. Il s'approcha. Elle vit les rides sur son visage maintenant, non pas celles de l'âge, celles de la clarté. S'il te plaît, dit-elle. Parle-moi, juste. Il la regarda comme on étudierait un tableau qu'on a aimé. Avec distance, avec souvenir, sans besoin. Tu as dit un jour que je n'étais pas à la hauteur de ton cercle, dit-il doucement. Elle cligna des yeux. Je ne voulais pas dire. Tu avais raison, continua-t-il. J'étais bien au-dessus. Ses mains tremblèrent. Je ne savais pas qui tu étais. Quoi? Toi. Il la coupa doucement, sans cruauté. Et je n'ai jamais eu besoin que tu le saches. Les mots l'atteignirent plus fort que n'importe quel cri ne l'aurait fait. Non pas parce qu'ils étaient brutaux, mais parce qu'ils étaient définitifs. Pas de discours vengeur, pas de liste de ses péchés, pas de seconde chance. Juste du détachement, aussi net qu'un fil coupé. Il se retourna et continua son chemin. Pas vite, pas dramatique, juste terminé. Elle resta là longtemps après, à fixer la chaise en face d'elle comme si elle allait se remplir, comme si quelque chose allait encore être dit. Mais le bistrot resta silencieux, et pour la première fois, elle aussi. Unless you're worried about it, did you want it? What? It's the same thing we got in the second game with the finger gun, but in this game. Oh, I never use it, so I don't care. Yeah, I never use it either. Thank God. Help. Thank you. Fuck. Oh. Is all these glowy rocks? Yeah, I think this is what we're looting. Professional gamers, right? Nice. Yep. Oh my God.
We go back and this man's getting eaten alive by zombies. That'd be funny. I'll just be. He's fallen up. Oh my god, I almost fell off the building. I forget sometimes that there's a cooldown on my grapple. Like, if I use it too much, and then yeah. I like that he looks nothing like the front poster. Your herbs. Place the stalks in the brazier, and we will begin. Okay. Now what happens? Speak no more. They do a lot of The witchy stuff rising in this sun game. will lead you to the fountain of crying blood, near the place where people are speaking tongues. You must follow the red trail to be enlightened. Under the deceitful number 9, the shadow of a self-proclaimed king will be waiting for you. The king with whom you shall have to fight. You'll find out who he is and what his weaknesses are. When the time comes, you will take his crown or die. Ooh. Alright, fair enough. Wait. What do you reckon? Do we live or die? But we all are just gonna live, duh. There's an electric ball out. I'm about to eat. Oh, that's really cool. That's mad. They have so many Easter eggs. Really cool. Don't! You okay? That zombie blew up on me.